poursuivrait ainsi jusqu'en mai 2026 le mandat de M. Pierre Steinmetz, désigné par le président du Sénat en mai 2020, mais qui a présenté sa démission il y a quelques mois. Afin d'évaluer cette candidature, il me revient, préalablement à l'audition, de vous rendre compte succinctement du parcours professionnel de M. Ingal-Montagnier. Inspecteur général de la justice honoraire, Philippe Ingal-Montagnier témoigne d'une riche carrière dans le monde de la justice. Il a notamment exercé les fonctions de procureur général près les cours d'appel de Rouen entre 2003 et 2010, puis de Versailles entre 2010 et 2014, avant d'être nommé premier avocat général à la première chambre civile à la Cour de cassation. Il a d'ailleurs également mis ses compétences au service de la juridiction administrative en tant que conseiller d'État en service extraordinaire entre 2019 et 2024 et président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile depuis 2022. En outre, depuis mars 2024, M. Ingal-Montagnier est président de la juridiction disciplinaire, compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Enfin, M. Ingal-Montagnier a été amené à travailler directement sur les questions de déontologie, qui sont naturellement au cœur des missions de la HATVP, en tant que référent déontologue des services du Premier ministre. Notons par ailleurs que sur le plan politique, l'expérience de M. Ingal-Montagnier, la plus récente en cabinet ministériel, remonte à 2002, comme directeur adjoint du cabinet de Dominique Perben, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les responsabilités diverses qu'il a exercées depuis sont, me semble-t-il, gage incontestable d'indépendance et d'impartialité, en plus bien sûr d'attester de sa solide connaissance du droit. Ce sont, me semble-t-il aussi, de qualités essentielles pour exercer les missions dévolues aux membres de la HATVP. Au regard de l'expérience et du profil de M. Philippe Ingal-Montagnier, il me semble que nous pouvons accueillir favorablement la proposition du président du Sénat et de nommer membre de la HATVP. Il y rejoindrait notamment M. Patrick Mathey, qui a été nommé président par intérim de la Haute Autorité par le président de la République le 25 septembre dernier, à la suite de l'entrée de Didier Migaud au gouvernement. Il rejoindrait également Mme Anne Levade, nommée par le président du Sénat il y a 5 ans, Mme Florence Ribard et M. Fabrice Melleret, nommés par le président de l'Assemblée nationale il y a 5 ans et 1 an respectivement, ainsi que M. Rémy Boucher et Mme Catherine Brouard-Gallet, élus par l'Assemblée générale du Conseil d'État il y a 1 an. Voilà pour le rapport que je pouvais vous faire. Il est l'heure, nous allons faire entrer M. Ingal-Montagnier. Je tiendrai un petit propos liminaire. Lui-même se présentera et vous pourrez lui poser les questions que vous estimez raisonnables. Il va venir, je ne veux pas l'accueillir. Je l'attends aussi. Ça me paraît raisonnable aussi. Dis donc, ça déchaîne les foules, hein, les comités théodule. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est un peu. Le processus a le mérite d'attirer l'attention. Mais c'est un peu léger. Bon, je crois qu'on n'arrivera jamais à l'heure, mais en fait, je peux donner un coup de pied derrière pour. Mais il fallait, je pense. Mes chers collègues, nous accueillons à présent M. Philippe Ingal-Montagnier, proposé par le président du Sénat pour exercer les fonctions de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, bien connue sous le nom de HATVP. Cette nomination est prévue par l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, loi qui, comme vous le savez, a créé la HATVP. Je vous rappelle les conditions encadrant cette nomination. Le candidat présenté ne doit pas avoir, dans les 3 dernières années, exercé de fonctions gouvernementales, un mandat parlementaire, certaines fonctions exécutives locales, des fonctions de membre de cabinet, ou encore avoir siégé au sein d'une autorité administrative indépendante, ou avoir été nommé à un emploi à la discrétion du gouvernement. Notre commission est invitée à se prononcer sur cette nomination selon une procédure distincte de l'article 13 de la Constitution à 2 égards. D'une part, la majorité des 3/5 des suffrages exprimés sera nécessaire pour approuver cette nomination. Il s'agit donc d'une règle des 3/5 positifs, plus exigeante que la procédure de l'article 13 de la Constitution. D'autre part, les délégations de vote sont autorisées en application de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Je précise par ailleurs que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise en direct sur le site du Sénat. Le vote aura lieu à la suite de notre audition. Nous procéderons immédiatement après au dépouillement. Monsieur Ingal-Montagnier, j'ai présenté aux membres de la commission, avant de vous recevoir, des éléments sur votre parcours et votre expérience professionnelle. Vous y reviendrez sans doute.
Créée il y a maintenant 11 ans, la Haute Autorité est aujourd'hui bien ancrée dans le paysage institutionnel français et constitue l'acteur incontournable de la prévention des conflits d'intérêts, du contrôle des mobilités entre les secteurs publics et privés et du contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts des responsables publics. La majorité des élus ont acquis les réflexes qui leur permettent dans l'ensemble de remplir leurs obligations déclaratives en temps et en heure, même si l'accompagnement des responsables publics dans le respect des règles déontologiques est crucial. Bien plus, les missions de la HATVP ne cessent de croître au fur et à mesure de l'identification de nouveaux risques et de nouveaux besoins. Parmi les dernières innovations législatives figure ainsi l'entrée en vigueur en juillet de cette année de 2 répertoires pour les activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger, d'une part, et pour les dons et versements reçus de la part des puissances ou personnes morales étrangères extérieures à l'Union européenne, d'autre part. Cette mesure est issue, et vous vous en souviendrez, de la loi d'initiative parlementaire visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Dans la continuité des années passées, l'année 2024 aura elle aussi été dense en échéances politiques et électorales, avec des conséquences très directes évidemment sur l'activité de la Haute Autorité. En particulier, l'instabilité ministérielle et les remaniements qui ont rythmé le deuxième semestre 2024 ont eu pour corollaire pour la Haute Autorité une augmentation du nombre de contrôles des obligations déclaratives des entrants et des reconversions professionnelles des sortants. Enfin, la Haute Autorité aura elle-même connu des modifications dans son organisation interne, puisque Didier Migaud a quitté sa présidence en septembre dernier pour entrer au gouvernement, après plus de 4 ans passés à sa tête. Depuis, la présidence par intérim est exercée par Patrick Mathey, membre du collège de la Haute Autorité depuis fin 2019. Voilà les quelques éléments que je pouvais donner à titre liminaire. Je vous laisse désormais la parole pour votre propre propos liminaire, Monsieur Ingal-Montagnier, et ensuite, les membres de notre commission auront certainement des questions à vous poser. Je vous en prie. C'est allumé, il me semble-t-il. Attendez. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je viens devant vous, Mesdames et Messieurs, afin que vous puissiez examiner si vous accepterez la perspective de ma nomination donc, à la HATVP en vue de terminer le mandat de Pierre Steinmetz, qui a démissionné il y a quelques mois maintenant et auquel il restait un peu moins de 2 ans à faire. Alors, je pense que vous avez dû avoir ma biographie. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle les éléments, ce n'est pas utile. Enfin voilà, je suis ancien magistrat judiciaire, ayant terminé à la Cour de cassation, et puis je suis devenu conseiller d'État en service extraordinaire, et je continue à avoir une activité au titre du Conseil d'État comme président de 2 juridictions disciplinaires qui sont des juridictions administratives spécialisées. Je suis également référent déontologue des services du Premier ministre, et je suis référent déontologue en principe de 3 communes, mais qui ne m'ont jamais sollicité depuis un peu moins d'1 an que qu'ils m'ont désigné. C'était là encore un service qu'on demandait. Il n'y avait pas beaucoup de gens disponibles ou de candidats. Donc on a dit, bon, qu'est-ce qui veut bien être sur la liste? Alors ils ont, je crois, diffusé nos noms à l'ensemble des communes. Et puis on était appelés par des communes qui disaient, est-ce que vous voulez venir ou pas? Alors bon, voilà. Mais je n'ai jamais été sollicité. Voilà, de façon très, très sommaire, hein, sans insister plus. Voilà, on va peut-être passer oui, une question. Oui. Voilà, nous avons effectivement, comme vous l'avez indiqué, eu les éléments de votre biographie professionnelle, qui, je crois, était assez éloquent. Il n'y a peut-être pas besoin d'y revenir plus. Nous allons peut-être commencer par passer aux questions. Et j'en ai moi-même une pour commencer. Un sujet qui est un peu dans l'air du temps, qui est relatif à la corruption. En décembre dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé l'agrément obtenu en 2023 par l'association Anticor auprès de la HATVP, ayant considéré que les conditions pour obtenir le renouvellement de l'agrément n'étaient pas réunies par Anticor. Quel regard portez-vous sur cette décision et sur ses suites? Et la lutte contre la corruption en France est-elle à hauteur des enjeux? Je rajouterai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi sur le narcotrafic, nous abordons beaucoup, et nous l'avons abordé en séance tout à l'heure, cet enjeu. Nous allons peut-être prendre plusieurs questions, si vous voulez bien, et peut-être avez-vous besoin d'un crayon et d'un papier pour les noter? Vous êtes équipés, c'est formidable. Nous allons prendre les questions 3 par 3. Qui aurait des questions à poser? Madame Di Folco, Madame Mercier, Madame Linkenheld, Monsieur Reynaud, Monsieur Reichardt, Madame Vogel. Alors, je vais vite.
Madame Lincoln-Held, Monsieur Reynaud, Monsieur Reichardt et Madame Vogel. Monsieur Arnaud, Madame Lincoln-Held, Madame Di Folco. Madame Mercier avait demandé aussi, et Madame Eustache-Brinio. Alors, dans l'ordre des inscriptions, peut-être pas des arrivées, mais des inscriptions, Monsieur Arnaud et Madame Lincoln-Held, et vous pourrez répondre à cette première série de 3 questions. Oui, Madame la Présidente, merci. J'aurais 2 questions extrêmement simples. Selon vous, je suis là. Voilà, je vous en prie. Selon vous, le législateur doit-il élargir le spectre des personnes qui ont vocation à faire une déclaration auprès de la haute autorité, d'une part, et deuxièmement, comment voyez-vous les outils futurs à développer pour éviter et prévenir les conflits d'intérêts? Merci. Madame Lincoln-Held, que je ne vois plus, qui est là-bas. Voilà. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. J'avais 2 questions. La première, peut-être dans le droit fil de ce qui vient d'être dit et de ce que vous avez dit vous-même. Comment interprétez-vous le fait que les 3 communes qui vous ont choisi comme référent déontologue ne vous aient pas saisi? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, finalement, les obligations qui incombent aux communes de toute taille sont peut-être décalées par rapport à ce qu'est l'exercice d'une activité municipale? Sommes-nous allés trop loin? Ne sommes-nous pas allés assez loin dans l'explication de ces obligations de transparence et d'éthique? Donc, est-ce que vous pourriez approfondir ce point, s'il vous plaît? Et ma deuxième question, un peu comme celle de Madame Jourda, est plus conjoncturelle. Elle ne porte pas, en ce qui me concerne, sur la proposition de loi liée au narcotrafic que nous examinons, mais sur le projet de loi de finances, puisque nous sommes un certain nombre à avoir eu une sollicitation de la part de plusieurs présidents et présidentes d'autorités administratives indépendantes, y compris votre président par intérim pour la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur les conséquences d'un budget qui n'a pas encore été adopté, mais dont on voit bien les grandes lignes, sur le fonctionnement de cette structure, et ce qui a motivé que, comme d'autres, cette structure signe ce courrier aux parlementaires sur ces questions budgétaires? Merci. Alors, j'avais dit 3 questions, donc nous nous arrêtons là, et je vous laisse la parole, Monsieur Agal-Montagny. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alors, la première question concernait la décision de l'annulation de l'agrément d'Anticor. Alors, d'Anticor devant la HATVP, n'est-ce pas, hein? Pas parce qu'il y a une autre affaire, dans mon souvenir, concernant la possibilité pour Anticor d'intervenir en justice au titre de l'article 2-23, je crois, du Code de procédure pénale. Comme on n'a pas arrêté d'allonger la liste des associations et autres organismes qui pouvaient se porter partie civile parallèlement au ministère public, dont c'est quand même le rôle premier en France, parfois on se perd un peu dans les numéros. Alors, c'est uniquement des questions de forme, hein, qui ont d'ailleurs, à ma connaissance, qui ont concerné ces actes réglementaires, ces actes de nomination, puisque pour ce qui est de l'arrêté habilitant Anticor à intervenir devant la HATVP, je crois que le Théâtre Paris a considéré que cet arrêté ne pouvait se fonder sur l'agrément qui avait été donné à Anticor pour intervenir devant les juridictions judiciaires au titre du Code de procédure pénale. Donc c'est formel. Et je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose de nouveau depuis, sachant que pour ce qui est de l'intervention d'Anticor devant la justice judiciaire, on avait beaucoup parlé à l'époque, il y avait une question de forme là aussi. Je crois qu'il y avait une contradiction de motifs dans l'arrêté du Premier ministre de l'époque, qui considérait qu'ils ne remplissaient pas certaines conditions, mais que comme ils avaient promis qu'ils allaient y remédier, on pouvait quand même les nommer. Et c'est vrai que ça, au Conseil d'État, on n'aime pas, et ce genre de choses, on le voit dans d'autres cas qui sont soumis au contrôle de la section de l'intérieur, il faut que ce soit absolument assuré sur ces 2 pieds. Et donc, mais c'est uniquement de la forme. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une question plus générale sur la lutte contre la corruption en France, mais qui est bien sûr un peu plus large que la HATVP. Alors, un peu plus large que la HATVP sur la lutte contre la corruption en France, mais vous voyez ça de votre prisme.
vous avez auditionné beaucoup de gens, certainement plus compétents que moi, enfin plus au fait de l'actualité sur ces questions, avec tous les projets en cours. Je ne peux que vous donner peut-être une vision au débeauté, peut-être un peu décalée, puisque ça fait un certain temps que je ne fais plus directement d'action publique pénale. J'étais beaucoup procureur de la République, procureur général, mais là depuis plus de 10 ans, ce n'est plus le cas. Mais bon, contrairement à ce n'est mon avis, sans doute peut-être partiellement mal informé, mais contrairement à ce qu'on entend un peu souvent dire, y compris depuis l'étranger, je ne pense pas que la France soit un pays fondamentalement corrompu. Il y a certainement un chiffre noir. Quand on regarde les chiffres concernant les infractions à la probité dans ce pays, alors, c'est un chiffre noir certainement qui est important, mais c'est moins de 1000. Je parle d'infractions stricto sensu à la probité, qu'il s'agisse de la corruption, de la prise illégale d'intérêt, des problématiques de marché public, des détournements de fonds publics, voilà. Je crois que c'est à peu près 800 infractions. Si on ramène ça aux 900 000 vols et cambriolages qui sont commis chaque année en France, hein, à la même période, c'est peu. Alors, encore une fois, il y a certainement un chiffre noir et on entend beaucoup. J'ai entendu là très récemment à propos des débats sur le narcotrafic et des textes que vous êtes en train d'élaborer qu'il y a un développement sans doute lié aux narcotrafiquants et qui peut toucher, y compris certaines sphères de la fonction publique dans certains secteurs. Donc, qui ont été évoqués, je l'ai même, je crois, vu à la télévision hier soir encore, puisqu'on est en plein dans vos débats. Mais voilà, je crois que beaucoup de choses sont faites. Les pouvoirs publics agissent, les parquets agissent, les associations privées comme Anticor, et puis nous avons l'AFA, nous avons des organismes qui sensibilisent énormément les gens. Les opérateurs privés sont sensibilisés. Il en va de même d'ailleurs pour tout ce qui est conflit d'intérêts. On intègre maintenant dans les marchés, les contrats que passent entre eux les personnes de morale de droit privé, des clauses de respect de la compliance, par exemple. Donc je pense que dans notre pays, ces impératifs de probité sont bien intégrés. On peut toujours faire mieux, certainement, mais je crois qu'on n'est pas, on n'est pas dans un désert total. Il reste un problème récurrent dont on vous a sans doute parlé et qui, je crois, ne change pas. Et là, je veux dire, depuis, j'ai un peu plus de presque 45 ans de recul sur la question, c'est les moyens de la police judiciaire en termes de lutte contre la délinquance économique et financière. J'étais jeune substitut débutant, alors à Orléans, il y a fort longtemps, et déjà le chef du SRPJ local venait nous voir au parquet pour nous dire qu'il ne pouvait pas traiter telle enquête qu'on avait confiée, qui était un peu plus compliquée que l'escroquerie de base, ou que le chèque sans provision, vous savez, voilà, ou le chèque volé remis en paiement de marchandises. Il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas les moyens, il n'y avait personne. Et il expliquait qu'il n'avait pas de candidat parce que la plupart des sortants des écoles voulaient plutôt faire dans le grand banditisme directement, ou alors dans les secteurs administratifs de la police. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire aussi. Et donc, on ne recrutait pas. Beaucoup plus tard, plutôt en fin de carrière judiciaire, je suis procureur général à Versailles, je fais un colloque sur la délinquance économique et financière, et puis sur le thème comment bien cibler les choses, c'est-à-dire pas taper sur tout de façon à différencier, ce que j'ai toujours trouvé pas productif et pas adapté à la réalité. Donc c'était comment faire le déport entre gestion malchanceuse, ça peut arriver, hein, d'une entreprise, gestion hasardeuse, la personne qui prend des risques inconsidérés, et gestion frauduleuse. Et à ce propos, le directeur du SRPJ, et là c'est la région parisienne, la préfecture de police de Paris, enfin c'est pas le SRPJ, pardon, mais de la section financière compétente, pourtant aux fonctionnaires de police tenus à une certaine réserve, n'a pas pu s'empêcher de nous dire qu'il manquait de moyens. On a des offices centraux qui sont très bien équipés pour traiter les très très grosses affaires, mais ils ne sont pas très très nombreux. Et puis, on a des commissariats des circonscriptions de sécurité publique locale qui sont également aptes à traiter le tout venant. Mais tout ce qui est l'économique et financier de moyenne gamme,
il y a un peu un trou, et là, il faudrait vraiment des moyens. Pardon, mais vous m'avez posé la question. Je crois que je suis un peu loin de la HATVP, mais j'essaie de répondre. Mais ma question était peut-être un peu lointaine moi-même, donc je vous remercie de la complétude de votre question. La question qui a été posée par Monsieur Arnaud. Ensuite, je vous remercie. Oui, alors l'extension, faut-il ou non étendre le champ des déclarants? Alors, si j'ai bien lu les rapports de la HATVP, les rapports des présidents de la HATVP, j'ai quand même, enfin, j'ai vu que les derniers en date, le dernier c'est 2023, hein, et puis 2021, le champ des publics potentiels concernés est à peu près de 18 000 personnes actuellement, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu les chiffres. Alors, faut-il étendre encore le nombre de déclarants? Je ne suis pas vraiment apte à vous donner un avis, je crois, autorisé et sachant sur la question. Je serais tenté, mais ce n'est pas une phrase de ma part, de dire assurons-nous déjà qu'on arrive à traiter toutes les déclarations actuelles et toujours, et puis moi j'ai un vieux principe d'économie, de faire au mieux avec ce qu'on a. Et bon, j'ai cru voir que sur près de 9000 déclarations reçues en 2023, la HATVP a pu examiner, instruire de façon détaillée 3500 à peu près, un gros tiers. Donc là aussi, à moins que je ne me trompe dans l'interprétation des chiffres et que vous me détrompiez, je crois qu'il y a peut-être une marge de progression à cet égard, et peut-être faut-il des moyens pour ça avant d'étendre le nombre de gens qu'on va contrôler. Pardon, oui. La troisième question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été saisi par les trois communes, une dans le Tarn et deux dans la région parisienne? Voilà, pour être clair, des communes qui vont de 6 000, c'est 6 000, 10 000 et 30 000 habitants, hein, pour situer la taille. Donc, je n'ai jamais été... pourquoi? Alors, quand j'ai été désigné par les conseils municipaux, j'ai évidemment dit que j'étais à leur disposition, comme on est au parquet, 24 heures sur 24 toute l'année, enfin sans exagérer, mais enfin quand ils voulaient, expliquer en quoi correspondait le rôle du référent déontologue. C'est le référent déontologue des élus, n'est-ce pas, pas des services, et que j'étais à leur disposition. Donc, est-ce que j'ai assez expliqué? Je l'ai fait beaucoup pour les services du Premier ministre, mais c'est un peu pareil, on n'est pas beaucoup saisi de cas individuels. Peut-être qu'il n'y a-t-il pas eu de besoin, peut-être ont-ils pu résoudre les questions en interne. Mon intention, il fallait regarder ce que ça donnait. J'ai cru comprendre par le biais de l'association des maires que c'était un peu comme ça partout en France. Il y avait une... Voilà, je ne dirais pas que ça ne marche pas bien, bien entendu, mais je dirais que ça ne donne pas une activité considérable. Mais vous savez, c'est pareil au niveau des administrations centrales. Ça marche bien parce qu'il y a une activité très importante qui est développée. La DGAFP nous réunit régulièrement. On a des réunions aussi avec la HATVP régulièrement. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont faites. Les gens se prennent en main aussi beaucoup eux-mêmes. Donc, et la culture se développe. Donc, je ne crois pas que ce soit un rejet. Mais en tout cas, j'avais l'intention de faire maintenant, au bout d'un peu moins d'un an de référent déontologue de commune, de municipalité, de faire ce que je viens de faire avec les services centraux du Premier ministre, c'est un sondage auprès des publics concernés pour voir si, voilà, pourquoi ils n'ont pas eu besoin, s'ils ont besoin, en quoi ont-ils besoin, etc. Mais je dis ça sous la réserve que si jamais vous approuviez ma nomination à la HATVP, peut-être je serais amené à laisser quelques activités. Je ne veux pas trop en faire en même temps, c'est pas bien. Donc peut-être serais-je amené à démissionner de ces fonctions de référent local, même si les choses se complètent, les expériences se complètent, et c'est pas forcément inutile, mais je verrai. Alors dernière question, c'est par rapport au PLF. Qu'est-ce que je pense du budget futur de la HATVP? Alors je ne connais pas, je ne sais pas ce qui était prévu dans le PLF dont la lecture a été interrompue. Je sais qu'il y a une demande par le président Migaud d'une augmentation des moyens de l'institution en regard notamment de la loi. C'est drôle, c'est toujours a posteriori ces choses-là, de tout ce qui concerne donc l'intensification de la surveillance des intérêts étrangers avec ce nouveau registre de déclarants des groupes des lobbyistes, je vais prendre le mot non pas français, des lobbyistes étrangers, etc. Et il évaluait, je crois ça, qu'il lui fallait 5 ETP supplémentaires. Alors je ne sais pas, j'y suis pas encore.
j'ai été beaucoup budgétaire. Et vraiment, ce que je pense, d'ailleurs, avant d'être comme budgétaire, comme citoyen qui paye des impôts, c'est que mieux on fait avec l'argent qu'on a, mieux on se porte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois mettre l'accent sur telle ou telle chose pour conduire une politique publique. Sans argent, on ne mène pas. Mais je crois qu'il faut commencer par regarder ce qu'il en est. Et quand je serai membre éventuellement de la HATVP et amené à en délibérer avec les autres membres, j'aurai peut-être un meilleur avis sur ce qu'il faut comme ETP ou pas. En tout cas, il est clair que s'ils ont de nouvelles missions et qui démontrent qu'ils sont à 100% ou à 90% déjà occupés, peut-être faut-il des ETP supplémentaires, parce qu'une politique affichée sans qu'il y ait d'effectivité derrière, c'est pas la peine. Mais ça me permet de dire, et pardon si j'ai l'air un peu sentencieux, mais on le déplore de temps en temps au Conseil d'État, quel dommage qu'il n'y ait pas des études d'impact qui soient de véritables études d'impact, non seulement en termes d'annonce de ce qu'on veut faire, mais qui soient véritablement chiffrées. On sait faire, on l'a fait beaucoup dans la justice, peut-être maladroitement parfois, mais on a toujours essayé de montrer quel était le besoin réel et où on en était et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment à l'homme prêt, à la femme prêt pour arriver à faire mieux. Et il n'y a pas toujours ça qui accompagne les projets législatifs ou réglementaires d'ailleurs, et ce qui fait qu'on court derrière les moyens après. Et puis même quand on en a, il y a les administrations budgétaires qui vous mettent sous plafond. Et l'année d'après, ils repassent et on se retrouve de nouveau à courir après des moyens nouveaux. C'est toujours un peu une course, mais on sait que les besoins de notre société, qui est très sophistiquée, qui doit répondre à des tas de choses à la fois, enfin pardon, tout ça vous le savez mieux que moi, appelle à beaucoup d'efforts dans beaucoup de directions, et donc c'est pas forcément facile. Merci. Je vais passer la parole à Mesdames Di Folco, Mercier et Vogel. Madame Di Folco. Merci Madame la Présidente. Monsieur, oui, donc la Haute Autorité exerce des contrôles sur les obligations déclaratives et les mobilités professionnelles. Est-ce que vous pensez que cela concourt à rétablir la confiance des citoyens envers les élus, ou alors au contraire favorise l'avènement d'une société de la défiance? Et quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle le pantouflage, le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le passage des hauts fonctionnaires du secteur privé au secteur public? Je vous remercie. Madame Mercier. Merci Madame la Présidente. Monsieur, je ne sais pas si vous avez vous-même rempli une déclaration pour la HATVP. Je dois vous dire que plus le temps passe, plus remplir ces déclarations, c'est complexe, c'est précis, c'est de plus en plus difficile. Il faut s'armer d'experts autour de nous pour nous aider. Donc, vraiment, je voudrais savoir si quand vous allez être élu, les équivalents temps plein qui sont prévus, est-ce qu'ils seront là pour les nouveaux déclarants? Est-ce qu'ils seront là pour nous demander encore davantage? Ou est-ce qu'ils seront là au contraire pour simplifier et nous aider? D'autant que quand vous oubliez quelque chose, ça peut arriver, vous avez hérité d'un bout de grange qui vous coûte rien, qui vous rapporte rien, vous ne le savez pas, mais la haute autorité le sait. Donc elle vous rappelle à l'ordre. Donc pourquoi on ne fait pas l'inverse? C'est-à-dire quelque chose qui serait envoyé de votre côté, puis nous on n'aurait qu'à dire, ah ben oui, c'est exact ou pas. Merci de votre sentiment, monsieur, s'il vous plaît. Madame Vogel. Merci Madame la Présidente. J'ai deux questions assez simples. La première, c'est, bon, je pense que c'est le contrôle de la probité, de la transparence de la vie publique est malgré tout, en France, assez bon par rapport à un certain nombre de pays européens, et la création de la HATVP a été un modèle intéressant par rapport à d'autres pays européens. Ça fait quelques années qu'on essaye au niveau européen de créer quelque chose qui ressemblerait à la HATVP pour les responsables politiques européens, s'inspirant d'ailleurs en grande partie du Canada et de la France. Et je me demandais si vous étiez élu, est-ce que vous porteriez, au travers d'un réseau européen, le fait que les avancées qu'il y a eu en France, quand ça arrive, il faut le reconnaître, puissent exister dans d'autres pays européens, mais aussi au niveau européen, parce qu'on a, au niveau européen, comme partout ailleurs, des enjeux, évidemment, sur ces sujets. Et la deuxième question, c'est sur les conflits d'intérêts et le contrôle de la représentation d'intérêts. On a eu en France plutôt l'approche consistant à dire que les obligations sur le lobbying devaient reposer sur les représentants d'intérêts, plus que sur les élus. Est-ce que vous pensez qu'on doit renforcer nos règles vis-à-vis notamment
pour ce qui est de sourcer nos amendements, déclarer nos rendez-vous, etc. C'est aujourd'hui beaucoup des obligations qui incombent majoritairement aux représentants d'intérêt. Est-ce que vous pensez que du côté, il y a deux côtés, hein, ceux qui essayent d'influer et ceux qui sont influés, est-ce que vous pensez que de notre côté, on devrait renforcer les règles? Merci. Monsieur Agal-Montagny, une réponse à ces 3 questions, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, parce que l'autre était sur l'autre côté de la page. Alors, sur la complexité des déclarations, je n'ai jamais eu de déclaration HATVP à remplir. J'ai juste rempli le titre de différentes fonctions au Conseil ou à la Cour de cassation auparavant, des fonctions de déclaration d'intérêt, pas de patrimoine. Alors, je comprends très bien le sens de la question. J'ai déjà entendu d'ailleurs cette remarque que vous faites, Madame la sénatrice. C'est toute la question de ces systèmes déclaratifs, si vous voulez. On a la même chose d'ailleurs pour ce qui est de l'appréciation de l'impôt sur la fortune ou de l'impôt sur la fortune immobilière. C'est vous qui estimez les choses d'ailleurs. Ce serait plus simple si on vous disait vous avez telle chose, on vous rappelle que vous avez telle chose qui est au cadastre et on l'évalue à temps. Qu'en pensez-vous? Et c'est vrai que c'est en sens inverse. Je me suis toujours demandé si c'était un procédé pour ou une manière d'économiser des moyens auprès des administrations qui gèrent cela. Bon, c'est une question qui me dépasse là. J'ai 2-3 idées, mais je crois que ça me dépasse. Je suis pas compétent pour donner une réponse. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème de remplissage. Enfin, pardon, le mot n'est pas bon. Alors, je sais que en tout cas, c'est ce que le président Migaud indiquait. Il y a beaucoup d'agents qui sont là au service des personnes qui doivent déclarer, qui répondent au téléphone, etc. Mais je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont oublié effectivement le terrain de 0,2 art entre 2 routes et qui se font rappeler à l'ordre sévèrement avec un paragraphe disant que s'ils ne répondent pas dans les 3 jours, ils auront des ennuis. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder, mais je dis ça, vraiment, je suis complètement extérieur à la chose pour l'instant, donc je ne me permets pas du tout d'avoir un avis, mais je comprends très très bien ce que vous dites, parce que je l'ai déjà entendu assez souvent. Sur la question de Madame la sénatrice Vogel, je crois, hein, les questions. Donc sur le contrôle de la probité, j'espère que je ne suis pas en train de sauter quelque chose. Ah non, pardon, j'ai sauté, excusez-moi, le pantouflage. Hein, les déclarations, c'était la première question. Est-ce que l'intensification de ces déclarations ne marque pas l'avènement d'une société de la défiance, hein, finalement? Et puis, qu'est-ce que je pense du pantouflage? Alors, le système repose sur, dès lors qu'il y a un système de contrôle et qu'on a considéré, enfin vous avez considéré, vous le législateur, qu'il fallait en instaurer un, il y a maintenant 10 ans, enfin en 2013, avec toutes ces lois d'ailleurs qui interviennent tous les 3 ans, pas simplement sur ce sujet-là, mais sur d'autres, hein, finalement, entre 2013 et 2022, tous les 3 ans, il se passe quelque chose en matière de déontologie. Là. Bon. Alors, vous rajoutez un certain nombre de choses, vous considérez que c'est nécessaire, et donc, est-ce que c'est un signe de défiance? Je crois que l'existence d'une forme de déclaration, de prise en compte des choses, d'un état de situation des personnes, de certains nombres de décideurs, c'est aussi, ça peut être considéré comme une manière de renforcer la confiance, parce que on sait qu'il y a un regard sur eux, sur leur patrimoine. Alors après, tout dépend comment c'est fait. S'il s'agit de calculer au centime près ce qu'ils ont au début, pendant, après et le jour de leur mort, ça devient peut-être beaucoup. Est-ce que c'est pas plutôt la base du contrôle, c'est voir si les gens sont enrichis, finalement. C'est ça qu'on cherche à savoir. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt déjà se concentrer là-dessus? Qu'est-ce qu'il a au départ? Qu'est-ce qu'il a en sortant? Et s'il y a un gros accroissement inexpliqué, d'où ça vient? Est-ce qu'il a joué au loto ou est-ce qu'il a fait un héritage? Mais voilà, c'est plutôt ça. C'est une manière de contrôler un petit peu de façon périphérique s'il n'y a pas eu de la corruption quelque part, etc. Même si les gens qui sont vraiment
doués, enfin j'allais dire bien organisés dans ce domaine et qui ne jouent pas petit, qui ne jouent pas sur 10 000 euros. Enfin, c'est les petites corruptions locales, les arroseuses municipales à la Topa, si j'ose dire. Ceux-là, l'argent, vous ne le verrez pas. Il part par petits paquets de billets, ou alors il y a des transferts électroniques qui font le tour du monde, enfin dans une gigantesque lessiveuse. Vous connaissez la problématique. Donc on ne sait jamais très bien. En tout cas, c'est toujours le problème. Alors, pardon, je vais encore répondre peut-être, non pas à côté, mais par exemple très lointain. J'étais élève à l'École nationale de magistrature et l'inspecteur général de la police de l'époque était venu faire un exposé et il disait « Je suis contre la publicité des procédures disciplinaires que nous engageons à l'IGPN. Parce que ça fait mauvais genre et les gens se rendent compte qu'il y a des policiers qui commettent des infractions à la déontologie, à la morale, etc. » Et moi, jeune élève magistrat, plein de jeunesse et d'expérience, je lui dis, mais est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que les gens n'ont pas l'impression que vous cachez des choses? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait objectivement dire, voilà, on a 1 million de policiers, oh, pardon, on a 100 000 policiers, et 1 million, ça, peut-être le souhaitent certains, mais ça ferait beaucoup. Alors, en tout cas, on en a 100 000, et là-dessus, on en a puni 10 cette année, ou X, enfin un nombre X. Donc, ça montre qu'on suit les gens, qu'on contrôle, qu'on réagit. Donc moi, je suis pour ça. Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir ce système que vous avez créé, vous-même, ou vos prédécesseurs, de la HATVP. Maintenant, encore une fois, je crois que tout est dans l'exécution des choses. Et pour prendre une formule qui est celle que Jean-Louis Nadal me livrait il n'y a pas très longtemps, lui parlait de fermeté apaisée. Mais il avait un sens de la formule. Alors, je ne sais pas comment il la mettait en œuvre au quotidien avec ses troupes, mais je crois à cela. C'est-à-dire qu'il y a des principes, on est obligé d'agir, d'exercer ses fonctions puisqu'elles sont confiées par la loi. Il faut le faire en conscience et avec rigueur, ça veut dire avec précision, parce que sans ça, on est illisible. Sans ça, on peut donner l'impression qu'on est laxiste avec certains et très sévère avec d'autres. Donc, il faut être très là-dessus... dans un but de transparence et d'égalité de traitement de tout le monde, il faut une vraie rigueur, sans ça on n'est pas lisible, mais à l'inverse, il ne faut pas être rigoriste. Et je veux dire, il faut tenir compte de la réalité des situations, de l'intention des personnes. Et dans ce domaine, d'ailleurs, comme en droit pénal, et ce n'est pas toujours ce que fait le droit pénal, à mon regret personnel, il faut arrêter de toujours faire de tous les comportements des délits matériels. C'est-à-dire de dire qu'il suffit de l'avoir fait pour prouver l'intention. Et c'est un détournement parce que le Parlement, lors de la réforme du Code pénal en 1992, alors pardon, je m'éloigne encore du sujet, mais ça me tient beaucoup à cœur, je l'ai beaucoup dit à mes étudiants, a aboli les délits matériels. L'intention est absolument nécessaire. Or, la jurisprudence, notamment dans ces domaines économiques et financiers, est revenue à déduire l'intention de l'acte. Et là, c'est un vrai sujet, peut-être sur lequel vous devrez un jour vous prononcer, enfin, si je puis me permettre de dire. Voilà, en tout cas, madame, c'est tout ça pour dire que c'est toute une question d'exécution, d'état d'esprit et de la manière dont on le fait. Alors, sur les déclarations, je crois que j'ai répondu. Sur ce que me demandait madame la sénatrice Vogel, le contrôle de probité, est-ce que, si j'ai bien compris, madame la sénatrice, est-ce que la HATVP devrait se rapprocher des institutions comparables en Europe pour exporter son modèle ou échanger? En fait, il y a des discussions déjà au niveau européen pour mettre en place quelque chose de similaire au niveau européen. Et je me demandais si c'était un projet qui vous parlait, et je pense que la France peut. Il n'y a pas beaucoup, au niveau institutionnel, je trouve, de sujets sur lesquels la France peut être un modèle intéressant pour l'Europe, mais celui-là, je pense que oui. Oui, nous l'avons été beaucoup, on ne le dit jamais, mais moi je pense à la déclaration de 1789. Mais enfin, bon, pardon. Je tiens beaucoup à ça. Je dis souvent, on a fait une révolution pour qu'un certain nombre de principes soient appliqués chez nous. C'est quand même nous qui l'avons fait. Alors, pour ce domaine-là, je ne connais pas du tout, madame, la teneur des discussions qui existent entre HATVP et des homologues ou des institutions similaires en Europe. Mais effectivement, enfin, comme chef de cours, j'ai un petit peu pratiqué les échanges, les jumelages avec toutes sortes de cours étrangères, européennes, même une d'un pays très lointain d'Extrême-Orient. C'est un de mes prédécesseurs qui avait mis ça en place. Et puis avec les Anglais, et qui ont un système, c'est plus intéressant, j'allais dire, parce qu'ils ont un système complètement différent du nôtre en matière de ministère public. Et je trouve qu'il y a une vraie richesse à ça. Et puis Jean-Claude Marin, qui était procureur général de la Cour de cassation, avait, lui, monté un énorme rassemblement des procureurs généraux d'Europe.
Et c'était très intéressant de parler avec ces... Moi, j'étais premier avocat général à l'époque. Parler avec toutes ces personnes. On gagne à échanger. Enfin, pardon, ce que je dis a l'air très plat, très évident. Mais vraiment, il faut le faire. Parce que c'est fou, comme les communautés... Vous avez des cultures qui sont assez différentes des nôtres, bien qu'elles soient européennes, et vous apercevez, en parlant, je me souviens de la procureure générale grecque, enfin pardon, je cite un exemple précis, sans trahir quoi que ce soit, c'était les mêmes réflexes que nous. Et il y a une communauté des juristes démocrates, j'allais dire, qui est universelle sans doute, en tout cas très européenne. Et donc c'est toujours utile. Alors enfin, sur les règles, faut-il renforcer les règles pesant sur le contrôle des élus? Je crois qu'il y en a déjà beaucoup. Et encore une fois, pardon, je répète un peu ce que j'ai dit à un autre propos, appliquons déjà ce qui existe. C'est déjà bien, et peut-être faudra-t-il faire un bilan un jour, mais un bilan aussi en montrant, en essayant d'objectiver combien d'élus sont passés à travers les mailles d'un contrôle qui était insuffisant. Je serais étonné qu'il y en ait beaucoup. Mais je ne suis pas encore un grand connaisseur. Merci. Alors, nous allons passer aux dernières questions. Et pour le coup, je vais en prendre 4. Monsieur Reichardt, Madame Eustache-Brignot, Madame Harribey et Monsieur Spinner. Monsieur Reichardt. Merci Madame la Présidente. Monsieur Ingal-Montagnier, peut-être avez-vous vu fin d'année dernière que la section du contentieux du Conseil d'État avait annulé des lignes directrices de la HATVP, notamment celles qui qualifiaient les think tanks, comme on les appelle en bon français, enfin voilà, les organismes de réflexion et de recherche, bref, les think tanks, qui considéraient que ces think tanks étaient des représentants d'intérêts et à ce titre étaient soumis aux obligations déclaratives. Donc, indépendamment de l'avis que vous pouvez avoir sur cette décision de la section du contentieux du Conseil d'État, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez me dire si, et à l'aune des diverses études dont vous avez pu prendre connaissance de la part de la HATVP, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette haute autorité, à certains égards, est un peu trop, comment dire, ne va pas un peu trop loin, le cas échéant, n'est pas trop... en train de faire de l'excès de zèle, si je peux me permettre ce terme. Voilà, si vous pouviez nous dire votre appréciation à cet égard. Merci. Madame Eustache-Brignot. Merci Madame la Présidente. Moi, je vais faire très très court. Je pense que voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Je voulais savoir quel était votre regard, monsieur, sur l'extension des missions de la Haute Autorité, et est-ce que vous avez éventuellement des pistes d'évolution complémentaires que vous souhaiteriez en tout cas définir ou poser. Madame Harribey. Merci Madame la Présidente. La question a été en partie posée par Madame Defolco. J'aimerais m'exprimer ici en tant que vice-présidente du comité de déontologie du Sénat. Vous avez dit assez justement dans les propos liminaires ou dans une réponse à une question qu'il vous semblait qu'en France, il y avait quand même une certaine probité et qu'on avait mis en place quand même des systèmes pour vérifier le comportement des uns et des autres. Mais de l'autre côté du focus, l'appréciation n'est pas tout à fait la même. Et c'est ce que semblait dire aussi Madame Defolco. En fait, moi, j'ai l'impression un peu qu'on est dans une situation un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de contrôle, mais en même temps, j'ai l'impression d'être dans les sables mouvants, c'est-à-dire que plus on bouge, plus on s'enfonce. Plus on essaye de montrer des gages de probité, plus on s'enfonce, et que face à la fermeté apaisée dont vous parliez, de l'autre côté, on a beaucoup de laxisme agité. Donc moi, ma question, c'est de savoir quel rôle peut jouer la haute autorité. Et je crois de plus en plus à la prévention, en fait. Pour vous donner une idée, dans le comité de déontologie du Sénat, on a multiplié quasiment par 3 ou par 4 les conseils en amont, ce qui facilite énormément les contrôles et qui évite les dérapages. Est-ce que la haute autorité a un rôle à jouer dans ce sens-là, pour plutôt être un conseil plutôt qu'un censeur? Merci. Je vais vous donner la parole pour répondre à ces 3 questions.
Merci. Alors, la première, c'est celle concernant la censure du règlement intérieur. Je crois que c'est du règlement intérieur de la Haute Autorité concernant les think tanks, les groupes d'intérêt. Je sais pas comment on peut dire ça. Les groupes, pardon, les think tanks. Bon, c'est pas les groupes d'intérêt, justement. Sont-ils ou non des groupes d'intérêt? C'est ça la question. Et le sont-ils de façon systémique, automatiquement? Alors, le Conseil d'État a tout simplement là, c'est ça l'intérêt. Je veux dire, c'est que l'HATVP, globalement, au-delà de tout, et même de la question, globalement, vous avez une institution qui a un pouvoir, mais vous avez un métagarant, enfin, un contrôleur. On dit toujours qui contrôle les gardiens, et en l'occurrence, il y a le Conseil d'État qui applique ces bons vieux principes, mais qui remontent au début du XXe siècle. Je veux dire que c'est comme la proportionnalité dont on nous rebat les oreilles souvent, etc. Depuis l'arrêt Benjamin, ça parle à beaucoup de gens. Les principes ont été posés. Et puis même avant, je veux dire, tout juge, à toute époque, son rôle, c'est bien de peser, d'évaluer et de donner des réponses proportionnées en contrôlant. Et là, c'est ce qu'a fait le Conseil d'État. Il a considéré qu'on ne pouvait pas globalement dire tous les think tanks sont des représentants d'intérêt. Il fallait le caractériser in concreto, c'est-à-dire alors en regard des intérêts qu'il cible spécifiquement. Il y a des think tanks qui traitent un peu toutes sortes de sujets de société, puis il y en a qui parlent que d'un certain sujet précis. Est-ce que bon, ça c'est un indice? Qui les finance? Ont-ils des relations? Ciblent-ils un public plus ou moins particulier? Ils ciblent tous. Moi, je reçois, comme beaucoup de membres du Conseil, des papiers qui sont intéressants, d'ailleurs qui sont faits par un de ces think tanks, français en l'occurrence. Voilà, ils ciblent une certaine catégorie par exemple, de hauts fonctionnaires ou de parlementaires ou autres. Et ils s'adressent à un public, de même que quelqu'un qui s'occupe plus de problèmes agricoles va écrire au monde agricole, enfin j'imagine. Voilà. Enfin, c'est comme ça que le Conseil d'État a raisonné. Et alors, pour une fois, je vais sortir de ma réserve, je vais dire il a bien fait. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on fait tous. Enfin, qu'un juge doit faire, et notamment que fait le juge administratif, qui a souvent été un grand moteur de la défense des libertés, le juge administratif français. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Sur la question suivante, faut-il ou non alors développer les missions de la HATVP et quelles pistes adopter, emprunter? Je pense pas, je la connais pas de l'intérieur, donc pardon, c'est pas une manière de pas répondre, mais je ne me pense pas légitime à donner une réponse affirmée. Je ne peux que dire, mais pour moi c'est plus au titre de la méthode que du discours comme ça, juste d'affichage. Regardons et voyons ensuite. Faisons au mieux ce qu'on a à faire et voyons après s'il faut encore développer les missions. Je suis désolé, mais et je ne suis pas capable de dire actuellement si tout est bien fait et complètement fait et répond bien aux attentes. Voilà. Je n'ai pas de vision a priori plus sur d'autres missions. Il y en a déjà beaucoup à remplir. Et justement, il y a celle dont parlait la dernière question. Je prends à l'envers la question, mais donc par la fin, je veux dire, ce rôle de prévention n'est-il pas à développer? Et oui, je hochais vigoureusement la tête parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire comme référent déontologue des services du Premier ministre. C'est le conseil en amont. D'ailleurs, tous les dirigeants importants, enfin pour prendre entre guillemets, enfin les dirigeants importants, oui, qui relèvent du Premier ministre, et y compris, enfin ça peut être le SEDSN, ça peut être le directeur de l'école nationale, enfin de l'Institut national des services publics, etc., la directrice, avant d'envoyer leur papier ici, enfin à la HATVP, ils doivent prendre à tâche, c'est une instruction du SGG, avec moi. Et on regarde ensemble. Je pose un certain nombre de questions par rapport à leur famille, par rapport à leurs différents intérêts, des choses auxquelles ils ne pensent pas. Parce qu'ils n'y pensent pas. Vous parliez du terrain qu'on a au bout du monde, dont on ne se souvient pas. Mais c'est pareil. On est en plus pour soi-même pas toujours lucide. C'est intéressant d'avoir un tiers qui vous dit « Est-ce que ça, vous y avez pensé ?» Parce qu'on n'est pas toujours lucide pour régler. Et c'est l'intérêt des référents déontologues, d'ailleurs. À défaut de pouvoir parler à des pairs qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas toujours des référents, voilà, faire une espèce de contrôle circulaire entre pairs. J'avais pensé qu'on pouvait faire ça pour les procureurs généraux à un moment quand il n'y avait pas encore. Bon. Mais donc c'est essentiel. Je crois encore une fois, d'après les déclarations de M. Migaud, il en fait beaucoup, il répond beaucoup au téléphone et à des demandes. Est-ce que ça suffit ou pas? Je ne sais pas. En même temps, alors, il faut que ce soit des réponses à des demandes.
En tant que référent déontologue, et si j'étais nommé à la HATVP, je ferais pareil, enfin en tout cas pour ce qui est de ma petite personne. C'est pas la main tremblante, parce que la main tremblante, ça veut rien dire, ça veut dire qu'on hésite dans ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais je veux dire, c'est le recul, la modération. L'intrusion, je dis toujours, et pardon, je saisis cette occasion pour vous le dire, ces personnes, parfois retraitées, qui viennent et qui sont trop contentes de venir régenter tout le monde sous couvert de morale, c'est pas bon. Il faut, parce que ça déresponsabilise. Je dis toujours, la déontologie, par exemple, en administration, le premier responsable, c'est le voisin, y compris de choses dont on n'a pas parlé, le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles, des choses très graves sur lesquelles... Bon, en tant que référent alerte, on doit aussi voir ça. Je ne suis jamais saisi, je le dis tout de suite, pour les services du Premier ministre, il n'y en a pas de problème. En tout cas, il faut absolument que le voisin, que le chef de bureau, que le sous-directeur, le directeur, la hiérarchie, donc, s'occupe des choses. Parce que la déontologie, c'est l'affaire de tous. Ça commence par là. Alors, le conseil, ensuite, externe, ça peut être nécessaire quand la personne n'en trouve pas ou veut s'ouvrir. Je vois, je suis saisi... Les gens me joignent, des services du Premier ministre, quand ils veulent avoir une activité annexe, parallèle à leur activité de service public. Vous savez que c'est possible dans certaines conditions, même si on doit 100% de son activité au service, sauf quand il s'agit de demandes de temps partiel et d'entreprise. Mais pour le reste, on doit 100%, mais en dehors du service, on peut exercer quelques activités si elles sont compatibles, vous savez ça. Mais il faut l'avis, il faut l'autorisation de la hiérarchie. Or, d'abord, moi je renvoie d'abord à la décision hiérarchique. C'est plus un problème de gestion du service que de gestion déontologique. Mais quand même, on me demande mon conseil, donc je réponds. Et j'aide la personne à voir clair. Est-ce que, oui, j'ai dit, est-ce que vous avez pensé à ça? Ah oui, c'est vrai, donc je ne vais peut-être pas le faire, etc. Donc c'est très important. Si ce n'est pas assez fait, il faut que la HATVP puisse peut-être développer ce qu'elle fait, d'après ce qu'elle dit, déjà beaucoup, sachant en même temps que je ne suis pas très pour l'intrusion, c'est-à-dire qu'il y ait un HATVPiste partout, derrière chaque fonctionnaire ou élu, pour lui dire « garde-toi à droite, garde-toi à gauche », parce que, d'abord, ils ne seraient pas assez nombreux, puis ça coûterait cher, et puis ça infantilise, c'est pas bon, ça. Surtout à un moment où les gens sont en train de s'approprier les choses, comme je le disais, je le crois sincèrement. Vous voyez, le nombre de fois où je suis interrogé maintenant sur les cadeaux, sur les déjeuners. On a beau faire des fiches, la HATVP, l'AFA, tout le monde a fait des papiers là-dessus, mais je suis quand même interrogé, ce qui prouve que les gens maintenant se préoccupent. Et la moindre petite objet d'art véritable en plastique qui est offert lors d'une... Les gens se demandent s'ils ont le droit de le garder, vous voyez. Et donc, ça prouve qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais sans doute faut-il continuer. Je suis bien d'accord. Merci. Et je donne enfin la parole à messieurs Spinner et Reynaud. Oui, bonjour monsieur le procureur général. Il y a quelque chose qui me gêne dans le fonctionnement de la haute autorité, ce sont les signalements au parquet. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un arbitraire. La haute autorité dit « nous constatons que tel ministre a sous-évalué ses biens, mais nous ne le poursuivons pas ». Et puis par contre, quelqu'un va être poursuivi, on ne sait pas pourquoi, parce que ça m'a l'air moins grave, et je pourrais citer des exemples. Et donc je voudrais savoir si vous n'estimez pas qu'il devrait y avoir un mécanisme lorsque la haute autorité décide de mettre en mouvement l'action publique et de transmettre au parquet les faits, qu'au moins il y ait plus de contradictoires vis-à-vis de la personne qui va être inquiétée, et qu'il y ait une philosophie qu'on puisse comprendre pourquoi telle personne où il y a un manquement dans les déclarations, celle-là va être poursuivie et pas une autre. Merci. Alors, monsieur Reynaud. Oui, je voulais revenir et insister sur la mise en place en juin 2023 des référents déontologues dans les municipalités. D'abord, c'est quelque chose qui a été extrêmement mal vécu par les élus locaux. C'est un élément qui coûte, généralement, puisque la prestation, il faut la payer. Vous avez évoqué tout à l'heure que le bilan était visiblement plus qu'en demi-teinte, puisque, de fait, un certain nombre de municipalités n'ont pas mis en place ces référents ou ne saisissent pas leurs référents. Donc, au regard de votre expérience également, dans la mesure où, vous l'avez dit, il y a beaucoup de règles déjà, la pertinence de ces référents déontologues locaux, votre appréciation sur ces nouveaux interlocuteurs, peut-être un retour en arrière, si je puis dire, avec l'annulation de cette mise en place. Et pour vous, comment peut-on mieux accompagner les élus locaux dans la prévention des conflits d'intérêts, c'est-à-dire plus une démarche de conseil, puisque les élus locaux ressentent aussi beaucoup de suspicions en la matière. Oui, merci monsieur. Donc, maître, je vais m'appeler procureur général, donc je vous appelle maître, si vous permettez. Je vais vous répondre. Alors, signalement article 40. Alors, l'article 40. Mais bon,
peu de gens savent ce que c'est que le droit pénal ou la procédure pénale, en l'occurrence, ne comprennent pas grand-chose. Et quand j'explique, moi, aux gens, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de sanction si vous ne le faites pas, dans le cadre d'administration, les gens se disent « Ah bon, ça alors ?» Bon. Bref, alors la DGAFP a fait tout un très bon travail l'année dernière. On avait été consulté d'ailleurs pour la rédaction de la chose sur la problématique des signalements. Et je crois que dans l'administration, c'est en train, je le dis pour c'est périphérique à votre question, monsieur le sénateur, mais voilà, c'est en train d'entrer dans les têtes. Maintenant, pour ce qui est de la HATVP, d'après ce que j'ai vu dans les rapports de monsieur Migaud, il signale au parquet les faits graves. Ce qu'il appelle les faits les plus graves, les manquements qui lui paraissent les plus graves. Mais je n'ai pas plus de précision et je ne sais pas ce qui a été signalé. J'ai pas vu les là-dessus de fiches ou de dossiers, je ne sais pas très bien. Voilà. Sans doute ont-ils des standards internes que je ne connais pas pour l'instant, et sans doute ces standards doivent-ils, dans un but d'équité, de transparence, de lisibilité, être voilà. Et je crois beaucoup, mais a priori, je me permets parce que je ne connais pas du tout le sujet vu de l'intérieur de la HATVP. Ce que vous dites, monsieur le sénateur, sur le contradictoire, moi, me paraît essentiel. Contrairement à une idée d'ailleurs trop souvent reçue, le magistrat du parquet est l'homme du contradictoire. Et je disais toujours d'ailleurs à mes étudiants ou futurs avocats, venez discuter au parquet avant de vous retrouver devant un tribunal. Évidemment, vous n'avez pas enfoncé votre client en venant voir le procureur, mais vous pouvez dire un certain nombre de choses, c'est très intéressant, et vous allez avoir des gens qui vont comprendre, parce que c'est le rôle du parquet. Voilà. Et le parquet, il doit aussi agir de façon impartiale, et il est indépendant, je le rappelle, beaucoup de gens l'oublient, il y a même des lois maintenant qui le disent, que vous avez votées il y a un peu plus de 10 ans. Bon. Donc, effectivement, un peu d'explication et de contradictoire sur la gravité du manquement. Mais d'après ce que j'ai compris, monsieur le sénateur, en lisant la littérature le rapport, le dernier rapport, c'est qu'il y avait d'abord un échange avec la personne, avec le déclarant, et c'est quand le déclarant ne se soumettait pas à ce qui lui était demandé, ou quand il répondait à côté, qu'il se résolvait à un article 40. J'en sais pas plus. Mais certainement, on ne faut pas jouer avec ça n'importe comment, sachant qu'il faut compter sur le bon sens du ministère public. Enfin, il faut espérer. À cet égard, je fais une parenthèse, je ne résiste pas, mais parce que ça fait un peu écho aux questions précédentes. Il y a un arrêt qui m'a toujours beaucoup choqué d'une cour d'appel de province, il y a longtemps, il y a 15 ans, et je citais toujours aux étudiants en droit pénal des affaires, c'est celui de ce maire. Une petite commune rurale a besoin d'une nouvelle salle des fêtes. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de salle. Le maire, au bout de la commune, il a un terrain qui n'est pas vendable, c'est en pente, c'est une terre qui n'est pas bonne au plan agricole. Il y a une vieille grange assez abîmée dessus. Et il vend ça à vil prix. Il le vend moins cher, donc il perd de l'argent. Il le vend à la commune moins cher. Or, c'est une toute petite commune, le sous-préfet ne lui a rien dit, d'ailleurs on ne lui a sans doute rien demandé au sous-préfet, et donc le maire a siégé à la délibération du conseil municipal. Ben, il a été poursuivi. Ce qui est, je trouve, une imbécilité rare. Un manque d'appréciation des circonstances locales. Alors après, il a été condamné, ça on ne peut pas le reprocher au juge, ou difficilement, parce que le juge, lui, il ne statue pas en opportunité. Le juge, il ne peut statuer qu'en légalité. Si les faits sont constitués, même s'il y a des manières de moduler la sanction, hein, c'est ça l'opportunité pour le juge. Mais il a été condamné. Et ça m'a toujours choqué. Et je trouve que ce n'est pas ça une bonne justice. Et je pense que dans l'action administrative et d'autorité indépendante comme celle dont nous parlons, ça doit être la même chose, monsieur le sénateur. Alors, quant au référent déontologue de municipalité, monsieur le sénateur Reynaud, je ne sais pas comment mieux accompagner. Je crois que c'est pas forcément inutile que les élus aient quelqu'un à qui s'adresser. Dès lors, je m'empresse de le dire qu'il s'agit de leur cas personnel. J'avais tout de suite spécifié, moi, aux communes concernées, que je ne donnerais pas de conseils par rapport à ce qu'ils pensent de l'activité d'un de leurs confrères. Ça, je ne veux pas entrer là-dedans, parce que ça peut aussi faire partie de certains jeux locaux, ou nationaux d'ailleurs, malheureusement. Mais en tout cas, accompagner... Le problème, pour moi, encore une fois, c'est que le besoin n'est pas exprimé. Je ne sais pas pourquoi, alors que justement, le référent déontologue est un tiers de confiance. Quand on le saisit, c'est complètement confidentiel. Il n'a pas le droit de révéler l'identité de qui l'a saisi, pourquoi il a été saisi. Donc, quand les gens interrogent sur une problématique personnelle, donc ça pourrait vraiment n'être qu'une aide. J'avais bien expliqué les cas de figure, notamment les problématiques du marché public, de quand on a une entreprise familiale qui travaille dans le secteur, comment je fais. J'expliquais ce que c'était que la nécessité de se déporter complètement, y compris quand on est exécutif local, la nécessité impérative qu'on a déjà fixée il y a très longtemps en droit pénal, non pas de la délégation de signature qui ne sert à rien, mais de la délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas
entendre un mot du sujet en question. Voilà, ce genre de choses. Mais bon, ça, apparemment, il n'y a pas de sujet dans les communes. Alors, quant au coût, moi, je n'aurais rien coûté puisqu'on ne m'a pas saisi. Mais je peux vous dire, sans trahir de... Enfin, il n'y a pas de secret, d'ailleurs, il n'y a pas de raison, puisque tout ça, c'est de l'argent public. Et voilà. Donc, ça avait été tarifé, je crois, à 80 € brut l'intervention par dossier traité par le référent déontologue. Ce n'était pas énorme, ça dépend du nombre d'heures. Hein. Si c'est une question que vous traitez en 1 heure, c'est déjà une somme qui n'est pas négligeable, mais parfois ça peut vous demander des recherches, un entretien sur place, enfin des tas de choses, et donc les 80 € pour le dossier, voilà. Mais bon, enfin en toute transparence, voilà quelles étaient les règles que l'association des maires avait dictées, mais je crois qu'il y a un décret qui fixe ce tarif, hein, c'est public. Eh bien, merci pour ce long échange que nous avons pu avoir avec les membres de la commission des lois. Merci au nom des membres de la commission. Et vous pouvez maintenant disposer de votre temps, Monsieur Ingal-Montagnier. Nous allons nous-mêmes nous réunir Merci, pour procéder au vote. Merci, mesdames et messieurs.